Tu connais le principe de nos entretiens, c'est en fait, on a, pendant cette période de confinement, c'est de répondre avec des questions d'un certain nombre de confrères qui se sont un peu seuls et qui aimeraient savoir comment ça s'est passé ailleurs. Bon, je te présente Ouais. rapidement, mais je ne sais pas si c'est vraiment la peine. Donc, Jafar, tu es dentiste à Casa, tu as une centre de formation qui s'appelle Cortex à Casa, tu interviens dans plusieurs universités, bon, évidemment au Maroc, mais tu as aussi des interventions aux États-Unis, à New York notamment. Tu fais partie du Dental XP. Tu es board d'un certain nombre de partie du board d'un certain nombre d'associations, la Clean Implant Foundation, la Digital Dentistry Society, donc tu seras vraisemblablement l'un des prochains présidents. Plus de 300 conférences internationales dans 35 pays. Donc tu es vraiment quelqu'un qui voyage énormément et qui fait partager sa passion à la dentisterie. Et ce que l'on aimerait savoir, c'est ton confinement. Toi, tu l'as organisé comment? D'abord, comment est le confinement au Maroc? Ouais. Alors, je te remercie d'abord. C'est vraiment ton amitié a débouché sur cette interview parce qu'on s'apprécie beaucoup Toi, et c'est à vrai. chaque fois que j'ai des sujets que j'ai envie de discuter un peu en dehors des choses réglementées et rigides, je t'appelle pour qu'on en parle. Écoute, je te remercie. Je vais essayer d'être le plus terre à terre à répondre à ces questions. Je suis très sensible au fait que tu prennes en charge en fait, l'inquiétude de nos confrères qui sont un peu isolés et qui se demandent est-ce qu'ils ont bien fait dans leur confinement, je dirais, chez eux et dans leur confinement au cabinet et comment gérer les deux. Autant te dire que pour nous, ça a été une grosse galère au départ. Je vais commencer peut-être par le côté familial, euh, qui est un tout petit peu décousu par rapport à ce que vous vivez en Europe. C'est la Méditerranée, c'est le Maroc. Je veux dire, c'est les oncles et tantes qui vont venir sonner, venir prendre des nouvelles des enfants. Je veux dire, on a beaucoup plus de difficultés à gérer je vais parler en termes industriels, les intrants que chez vous, parce que c'est une communauté, je pense que ça a été une des choses dramatiques en Italie aussi, c'est que les gens sortent, s'embrassement, se prennent dans les mains. Je veux dire, c'est un peu différent de la Scandinavie où les gens sont un tout petit peu avec cette distancement Quand tu social parles. qui est inné. Je veux dire, je pense que ce qui nous a aidé au Maroc, c'est que ça s'est déclenché en Europe avant nous. Et c'est-à-dire qu'on était au départ, on n'avait pratiquement pas de cas, probablement du fait qu'il n'y a pas beaucoup de voyages pour affaires au Maroc. En fait, c'est que des touristes. Et qu'on n'a pas vu des cas venir très rapidement. Et on a eu le temps de regarder les infos, de se conscientiser par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et le temps aussi, je veux dire, il y a un soleil exceptionnel, il fait chaud ici. Je pense que le virus n'aime pas trop ça. Donc, on a eu le temps de voir venir l'histoire, donc on s'est relativement préparé, malgré merci, mon Dieu, que la population est une population qui ne va pas aller, je veux dire, dans sa grande majorité, qui ne va pas aller chercher l'information, aller regarder la télé, aller. En fait, c'est des gens qui restent encore un peu tranquilles dans leur tête et quand on leur dit c'est dangereux, ils vous croient. Ils ne vont pas aller chercher midi à 14 heures, ce qui était un peu le cas aux États-Unis au départ avec tout le drame auquel ils arrivent aujourd'hui. C'est que tout le monde est vraiment génie et scientifique dans ça. En lisant trois petites lignes, il devient expert dans l'histoire. Aujourd'hui, maintenant, ici, quand on dit à une population dans un quartier populaire marocain, on leur dit c'est très dangereux, il faut rester chez vous, eh ben, ils vont suivre les directives parce qu'il y a encore cette écoute du père, cette écoute de la personne âgée du quartier, cette écoute du. Il y a, je pense, une certaine attitude sociale qui nous a aidé à circonscrire le problème et à le gérer de manière peut-être un peu plus intéressante. Vous avez C'est ce beaucoup qu'on de cas entend. chez vous? Vous avez beaucoup de cas chez vous? Écoute, aujourd'hui, 1300 et des poussières. Mais Euh, de cas hospitalisés, tu veux dire?
Oui, oui, de cas avérés. Oui, De cas oui, donc avérés. nous, on est très, très au-dessus. Hein. Il y a une histoire d'une centaine de guéris, grâce indiscutablement à la chloroquine, parce qu'on l'a prise au départ et elle est prescrite depuis maintenant une dizaine de jours Mm. automatiquement aux gens qui présentent les symptômes et qui arrivent à l'hôpital. Je pense réellement que le modèle marocain devrait peut-être être pris en considération quant à l'efficacité de la chloroquine. Je sais qu'il y a par les amis que j'ai dans le monde scientifique d'infectiologie, il y a un certain nombre de publications qui sont en train de se préparer. Oui. Et parce qu'on a eu un terrain qui est... L'échantillonnage était très facile. Des personnes qui, au départ, ont été reçues avec des symptômes et qui ont été très vite mis sous hydroxychloroquine, qui n'ont pas été renvoyées chez eux le temps que la maladie se déclare. Bon, bien entendu, on n'a pas le niveau de tests qui existe en Europe. Bah, tu sais, on n'en a pas beaucoup, Non. nous. Hein. En France, Écoute, je pense que nous, on en a encore moins. ça Mais paraît difficile. Hein. ouais, ouais. Écoute, tout le monde se bagarre pour avoir les tests aujourd'hui. Et c'est Mm. ceux qui ont cru à la gravité de l'histoire et qui ont été s'approvisionner plus rapidement que les autres en Chine ou ailleurs. Et c'est eux qui aujourd'hui ont des tests à profusion, comme l'Allemagne. Mm. Euh, Maintenant, j'étais en train de discuter, juste une parenthèse, j'étais en train de discuter avec un ami qui est dans l'aviation commerciale. Il m'a dit que le souci aujourd'hui, ce n'était pas de ramener des choses de Chine. Le souci aujourd'hui, c'était les avions. Tous les avions existants de fret sont bookés jusqu'en juillet. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Ça, vous voulez ramener quelque chose, de Chine ou d'ailleurs, vous n'avez pas d'avion. Les avions cargo ont été réquisitionnés par FedEx, a été réquisitionné par les États-Unis. Je vais dire, il y a toute une série de choses aujourd'hui que le citoyen comme moi et toi ne comprenons même pas. On se demande pourquoi des choses n'arrivent pas, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière comme problème gigantesque de manutention et de circulation de produits. mm. Voilà. Alors, donc, au niveau privé, on a fait ce qu'on a pu. On a vraiment été extrêmement. Moi, j'ai une maman qui a un certain âge et qui vit à Marrakech. On s'est donné des coups de fil dans toute la famille pour que personne n'aille la voir, ne demander de ses nouvelles. S'ils veulent, ils n'ont qu'à l'appeler. Et puis à un certain moment, ça commençait à être très pesant pour elle, donc on l'a prise et on l'a mis chez un de mes frères qui lui vraiment la gère convenablement parce qu'elle a de gros soucis de santé. Et, bref, on a fait peut-être un peu comme tout le monde, ne sachant pas qu'est-ce qui est risqué, qu'est-ce qui n'est pas risqué. Je pense que le confinement est quelque chose sur lequel beaucoup de gens ont été très suspicieux au départ. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Maintenant, on est convaincu que ça marche. Il faut rester chez soi pour couper les vivres à ce virus. Ce qui était surprenant au Maroc, c'est que absolument tout le monde a joué le jeu. C'est-à-dire, dans les quartiers populaires, au départ, c'était un peu compliqué parce que les gens vivent à l'extérieur. Il fait beau, donc, et les maisons sont petites et les conditions sont un peu compliquées de vivre à l'intérieur des maisons. En général, ils rentrent pour dormir dans les maisons et puis ils se retrouvent à plusieurs dans un espace relativement réduit. Mais je pense qu'au départ, ça a été un peu compliqué, mais après, c'est rentré dans l'ordre de manière relativement intelligente. Voilà. On note à Maintenant, peu près la même chose en personnellement, France. Hein. Mm. en tant que dentiste, que conférencier, travaillant dans le système académique, un dentiste qui est actif dans les photos qu'il prend au cabinet, il faut les arranger, il faut les films de nos chirurgies, il faut les mettre en... J'avais un retard gigantesque pour faire tout ce que j'ai à faire. C'est Oui, tout un ça, oui. bonheur de retrouver un peu de temps pour faire tout ça, de se retrouver, et ça je suis toujours dans la partie privée du confinement, de me retrouver avec ma chère épouse, avec mes enfants. Il y en a un qui fait dentaire en Espagne et qui a dû rentrer parce que l'université
à fermer. Il a ses cours qu'il prend en ligne tous les jours et j'ai été surpris par le sérieux de cette université parce qu'ils ont vraiment des cours qui commencent à 8 heures du matin à Kappa. Et tous les profs sont mobilisés, ils ont des cours en direct, c'est vraiment juste exceptionnel. Et voilà, j'ai ma petite de 17 ans qui, elle, s'ennuie, comme tous les adolescents de 17 ans. Et elle lit, elle refait ses ongles 36 fois par jour. Donc, on essaie en fait de l'accompagner sans trop l'embêter. On vit ensemble. On vit ensemble, c'est très bien, c'est très positif. Je pense qu'il faut aujourd'hui, dans cette galère dans laquelle on vit tous, trouver du positif dedans et le potentialiser, l'utiliser à bon escient. Et voilà. Et ça, c'est la partie privée. Donc, si je comprends bien, tous les cabinets sont fermés. Tous les cabinets sont fermés et depuis 3-4 jours, le ministère a sorti une circulaire interdisant de manière ferme le travail en cabinet dentaire. Ah oui. Mais bon, ils ont fait l'effort avec les instances ordinales, le Conseil de l'ordre et autres. Ils ont fait absolument tout ce qu'il faut pour que le centre, par exemple la fac dentaire de Casablanca, que tu connais très bien, ils ont aménagé le service d'urgence de manière extrêmement efficace, avec absolument tout ce qu'il faut pour prendre en charge les patients sans qu'il y ait de contamination croisée. Ils ont fait un effort énorme. Le gouvernement a donné énormément de matériel pour que les choses se fassent dans les règles et dans les normes internationales. Maintenant, c'est la discussion qu'il y a entre le Conseil de l'ordre et les instances officielles, c'est la problématique de l'insuffisance de ce centre de soins. Parce que les cas s'accumulent. Casablanca est énorme, c'est une énorme ville. Je veux dire, tout le monde ne peut pas converger vers un seul centre de soins. Aujourd'hui, le Conseil de l'ordre est en train avec les fédérations de syndicats et tout ça, est en train de s'organiser pour qu'il y ait des gardes dentaires et que ces cabinets qui sont en charge des gardes puissent recevoir tout le matériel nécessaire pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Parce que nous aussi, on trouvait difficilement des masques. Aujourd'hui, on en fabrique entre 3 et 5 millions par jour. En fait, la majorité des usines textiles du Maroc ont été mis à la disposition de l'État. Donc, avec un programme du ministère de l'Industrie qui est juste incroyable, ils sont en train de fabriquer des respirateurs artificiels. Ils ont mis l'école polytechnique, les écoles d'ingénieurs et tout, et ils sont là. À partir de lundi prochain, ils vont sortir 500 respirateurs artificiels made in Morocco, faits au Maroc. C'est assez impressionnant ce qu'on a vu comme ébullition de la population pour essayer d'amener quelque chose à la machine. Et ce qui était surprenant d'abord, les masques, c'était vraiment surprenant parce que quand ils ont commencé à parler de masques, il y avait moi, j'en trouvais plus. Pour mon cabinet, je trouvais absolument pas de masque. C'est pareil, on ne trouvait plus rien du tout. On ne trouvait ni blouse, ni masque, rien du tout. C'était vraiment une grosse galère. Et puis là, il y a des acteurs industriels marocains qui ont mis le paquet. Et on en trouve maintenant dans les supermarchés partout. On trouve des masques partout. Ah oui, non, c'est pas le cas chez nous. Je suis sorti dans le Casablanca pour régler un truc urgent. Vraiment, je dis 95% des gens dans la rue ont des masques. Oui, non, on n'est pas là, nous. Nous, on n'est pas là. Nous, on n'en est pas là. Assez extraordinaire. En fait, on est à 3 millions de masques par jour maintenant. À mardi, on sera à 5 millions de masques par jour. Donc, il faut, d'après les instances, le ministre de l'Industrie,
on sera peut-être en état d'exporter des masques d'ici à la fin du mois d'avril. Donc, Il faudra nous en envoyer, on est demandeurs. Hein. On est demandeurs. Mais je pense qu'il y a eu quelques contacts qui ont filtré entre parce que maintenant c'est la Chine. Le transport entre la Chine et l'Europe devient compliqué. Les commandes ont été faites avant de ceux qui ont vu venir l'histoire. Et donc, il y a réellement un sérieux problème. La proximité du Maroc va probablement faire que l'importation des masques serait beaucoup plus facile du Maroc. Et on a une très, très grosse industrie textile Oui. qui pour une partie, est en train de crever parce que les marchés chinois, avec les prix, le Bangladesh, l'Inde et tout ça, ont commencé à tuer un tout petit peu l'industrie locale. Mais beaucoup de gens ont réactivé leur unité de fabrication pour cette cause-là, pour fabriquer des masques C'est une bonne chose, hein. chirurgicaux. C'est une très très bonne chose. Oui, nous on n'est pas on peut pas dire que 60 à 80% de la population a un masque. Hein. Ça, c'est pas vrai. Nous, hein. Nous, on les fabrique nous-mêmes avec des coutures, avec nos propres coutures. Enfin bon, c'est pas. Nous, on est un peu en retard. On a pris une grosse gifle là-dessus. Hein. Bon, ok. Et puis, alors maintenant, là, je vais avoir ton avis. Alors, personne n'a de boule de cristal, hein, mais je vais avoir ton avis de personnalité qui a beaucoup voyagé. Est-ce que, d'après toi, cette crise aura un impact sur notre façon de travailler à moyen terme et à long terme, éventuellement aussi? Écoute, je n'ai absolument pas la prétention de donner un avis. Non, mais personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Mais Personne. Je vais juste t'exprimer mes inquiétudes propres. Et à travers ces inquiétudes, je pense que beaucoup de nos confrères vont se retrouver. Je me dis aujourd'hui, ce que j'ai fait dans mon cabinet avant qu'il y ait cette interdiction, en fait, j'ai pris les devants. Tu connais ma structure. J'ai un bloc opératoire avec flux laminaire, avec filtre à charbon, UV, avec aspiration au sol, vraiment absolument tout ce qu'il faut pour je dirais, un bloc opératoire, ce qu'on appelle classe B, comme le bloc opératoire des ORL. Mais vraiment très bon. Ce que j'ai fait au départ quand il y a eu ce problème, c'est que j'ai appelé la personne qui s'est occupée de l'air de ma structure dite opératoire, c'est-à-dire où l'asepsie est un peu plus intéressante que le reste du cabinet. Je lui ai demandé d'inverser le flux parce que je travaillais en pression positive, c'est-à-dire que quand on mettait la main en dessous de ma porte de bloc opératoire, il y avait de l'air qui sortait de mon bloc opératoire. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. En fait, on a quelque chose qui sort avec la pression de la turbine et de l'eau d'une bouche dans laquelle peut-être il y a des virus. On a un ébullis pas possible dans la salle qu'on ne voit pas et dans lequel on vit, qui va aller se déposer sur les claviers d'ordinateur, sur les écrans, sur les câbles. Quand on a des caméras dans le bloc opératoire, il y a des câbles, il y a différentes choses qui pendouillent. Après, pour pouvoir nettoyer tout ça, c'est une vraie galère. Je veux dire, sachant que ce virus, soit il va être transmis en B2B de patients infectés à patients non infectés, ou bien vous allez le récupérer sur une surface parce qu'il vit, il a une durée de vie sur différentes surfaces, en fonction de la surface, différents temps de vie. Le pire, apparemment, c'est le plastique et l'inox. Donc, en fait, c'est des surfaces qu'on a beaucoup dans nos structures dentaires. On n'a que du plastique et de l'inox. Sachant que quand on veut nettoyer une surface en plastique et une surface en inox, c'est le plus facile. Mais malheureusement, c'est les deux surfaces qui sont les plus sympathiques pour ce virus. En tout cas, quand on pense au procédé d'asepsie concernant ce virus-là qui part avec les gouttelettes d'eau générées par notre turbine, notre pression d'eau et d'air, on est à l'inverse de nos réflexes d'avant. Avant, quand on avait de l'air qui venait dans le bloc opératoire, on se débrouillait pour que cet air-là soit le plus propre possible. Donc, on le faisait ramener à travers un filtre à charbon, à travers des UV, pour le faire ramener, qu'il soit, quand on ouvre un sinus, par exemple, pour faire un sinus lift, eh bien, qu'il n'y ait pas de floche de compresse qui aille dans le sinus et qui nous fasse flamber le sinus.
Donc, c'est ce genre de choses qu'on a pris comme protection quand on fait de la chirurgie un peu compliquée, autre que les soins dentaires classiques. Maintenant, on a inversé le processus. Donc, j'ai inversé en faisant de la pression plutôt négative. Je me suis débrouillé pour avoir pas un stérilisateur d'air, mais c'est un appareil avec là aussi qui fait rentrer tout l'air de la chambre et il fait sortir de l'autre côté un peu plus désinfecté. Et puis, j'ai trouvé quelqu'un qui fait de la désinfection de locaux avec un système biologique, un nébulisateur. Je me suis dit, je vais faire l'acquisition de ça. Heureusement que je l'ai fait parce que ça a disparu du marché. Il n'y en a plus du tout nulle part. Nulle part. Et j'ai fait ça très tôt. Et bon, j'ai mis ce cabinet-là. J'ai appelé un certain nombre de confrères du quartier. Je leur ai dit, si vous avez une urgence qui nécessite l'utilisation de la turbine, parce que de toute manière, si on n'utilise pas la turbine, l'eau et tout, on a la possibilité de faire notre soin de manière plus tranquille parce qu'il n'y a pas beaucoup vraiment de réelle contamination, danger de contamination. Vous pouvez venir dans cette salle-là qui a été dédiée à ce bazar-là. Et alors, vous allez mutualisé, oui, c'est sympa ça, oui. Vous pouvez mettre votre combi et tout. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous faire infecter vous-même. Et l'assistante qui est là, elle est habituée parce que je l'ai entraînée à faire ce qu'il faut avant et après et pendant le soin, quand le cas, on ne sait pas s'il est infecté ou pas. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait dans mon cabinet. Et puis est venue la décision du ministère de ne pas rentrer. Et je pense que c'est une décision sage. Parce que la majorité de nos confrères croient qu'en prenant l'une ou l'autre petite décision, ils sont à l'abri de la contamination, ce qui est absolument faux. Absolument faux. Vous avez des morceaux de votre peau qui sont à découvert. Vous travaillez avec la turbine, vous avez du virus, vous allez après vous gratter, aller dans vos yeux. Je veux dire, c'est un problème qu'on n'est pas habitué à gérer. Quand on fait de l'implantologie, par exemple, j'ai été surpris par la comparaison qu'a fait un confrère sur la télé française, où il a comparé, en fait, il a soigné, soi-disant dans des conditions convenables, il avait ses lunettes comme les miennes ici, ouvertes, il avait la majorité de son visage qui était ouvert, et il est passé sur TF1 pour montrer aux gens comment faire pour travailler, alors qu'il était à 50%, son visage était nu. Mais bon, je pense que la majorité des gens ne sont pas du tout informés. Et ceux qui doivent informer les professionnels, c'est des professionnels qui sont habilités à le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un brainstorming avec les infectiologues. Voilà la problématique de notre métier. On a un nébulisateur haute pression qui s'appelle la turbine et on est totalement différent des autres corps de métiers médicaux. Je veux dire, une infirmière qui risque sa vie, en fait, elle a un masque, elle s'approche d'un malade, à part s'il lui éternue dans le visage, elle ne sera jamais dans les conditions dans lesquelles nous, on est dentistes. On a vraiment une turbine qui va aller racler tout ce qu'il y a au fond de la gorge et nous l'amener dans le visage et le faire diffuser dans toute l'atmosphère. J'exagère les choses, mais il faut choquer pour que les gens puissent avoir conscience de la spécificité de l'acte dentaire avec turbine. Maintenant, quelqu'un qui refuse de voir un patient parce qu'il a un abcès, parce qu'il doit lui faire une prescription, ou bien parce qu'il va avoir l'abcès, et si l'abcès est ingérable médicalement, il va l'inciser, soulager son patient, tout ça peut se faire sans aucun problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques à ce que les choses explosent. Donc, je t'ai dit ce que moi j'ai fait dans mon cabinet. Maintenant, l'avenir. L'avenir, on sait très bien que ce coronavirus ne va pas disparaître en avril. On sait qu'il ne va pas disparaître en mai, ni en juin, ni décembre prochain. Non, il y a peu de chance. Ben oui, mais sinon, on se serait débarrassé de l'herpès, on se serait débarrassé C'est ça. Mais oui, je veux dire, il ne faut pas nous prendre pour des moutons, quoi. Et quand on vous dit, dans un an, on aura le vaccin pour le corona, le Covid-19, eh ben moi, je demanderais à ces scientifiques pourquoi il y a 35 ans, ils ne nous ont pas pondu un truc pour le sida.
faut pas Oui, exagérer. non, mais la question se pose. Oui, non, je suis d'accord avec toi, la question se pose. Bien Oui. sûr qu'elle doit se poser. Ou bien les gens qui vont trouver la solution pour le Covid-19, on doit leur demander des comptes parce qu'ils ont reçu des millions de dollars, des millions d'euros de subventions d'artistes, de concerts, de télétons, de ci, de ça, 36 000 choses qui ont donné de l'argent pour la recherche pour certaines choses. Eh bien, s'ils nous trouvent une solution pour ce Covid dans un an, un vaccin, moi, je leur demanderai pourquoi ils ne nous ont pas trouvé des solutions pour le reste. C'est tout. Voilà. Donc là sans rentrer dans les choses qui ne nous concernent pas, parce que quand on laisse les politiques faire leur boulot et on s'occupe de nos petites histoires qui sont déjà compliquées. Moi, quand je vais reprendre mon travail dans mon cabinet, je vais très certainement avoir à revoir ma façon de faire. Euh, je ne sais pas si nos mentors, nos profs d'ergonomie asepsie vont se pencher sur ça de manière sérieuse, ceux qui donnent cours dans vos facs, dans nos facs, et ils vont donner une attitude qui serait la plus logique financièrement et techniquement, parce que se mettre en cosmonaute pour tous les patients, pour chaque soin, je veux dire, il ne faut pas exagérer, on ne pourra pas le faire. On ne pourra suivre ni financièrement, ni techniquement, ni par rapport au turnover du cabinet. Personne ne va pouvoir gérer ce genre Non, de précautions pour ça. Donc, non, soit non. on va avoir des laxistes. Si jamais les choses tournent mal, ils vont devoir rendre des comptes. Et soit on a des gens qui sont à cheval sur ça et qui vont être pris comme dans la jurisprudence comme étant la référence et ils vont causer des problèmes aux autres. Donc il faut vraiment qu'aujourd'hui nos législateurs et nos scientifiques se penchent sur ça pour nous permettre à nous de commencer. On a énormément de cabinets au Maroc qui sont en train d'agoniser. Ah On ben, a énormément de partout, praticiens qui sont en train de partout, mourir à petit feu. partout. Et je ne sais pas uniquement ici, moi je parle de ceux que je connais ici. On est en train de réfléchir à plusieurs solutions parce qu'un dentiste, par définition, il a fait des investissements, il est parti au numérique grâce à toi ou à cause de toi, en partie. Il est parti dans le numérique, il a investi dans les scanners, dans les machins, il a des mensualités à payer tous les mois, il est dans un truc pas possible et il doit s'en sortir. Dernièrement, on a eu, d'ailleurs, j'ai fait une petite intervention sur Facebook, on a eu un truc assez marrant qui a commencé à flamber dans les réseaux sociaux marocains, disant que les dentistes, bon, c'est des nantis, c'est des gens qui gagnent bien leur vie, ce qui est tout à fait faux pour une grande majorité des dentistes. Et les patients, vu que le dentiste marocain ne savait pas quoi faire pour être vraiment en sécurité, que ces patients soient en sécurité. Parce que beaucoup de discussions étaient en cours dans les universités avec les professionnels qu'on a. On a une grosse référence qui est le professeur Hussein Benihia, qui est la présidente de la Fédération dentaire internationale et qui est marocaine. C'est une fierté pour notre pays et qui réellement a absolument toute la documentation, la dernière documentation concernant tout ce qui peut être infection croisée par rapport à ce nouveau fléau qui est le Covid-19. Ben, avec toutes les informations venant de ces gens-là, je veux dire, le dentiste a commencé à se demander est-ce que réellement je vais ouvrir, je ne vais pas ouvrir, est-ce que je me mets en danger, je mets mes patients en danger et tout. Dans cette période de flottement, les patients qui appellent dans le cabinet, qui n'ont pas de réponse ou qui ont commencé patients et malheureusement des médecins généralistes aussi qui ont commencé à dire qu'on ne prend pas nos responsabilités et qu'on laisse nos patients souffrir alors que. Donc, j'ai fait une petite intervention juste en montrant aux gens que absolument tout a été fait. Il y a une association de dentistes à Beni Mellal gérée par une sorte de bombe électrique qu'on a dans le domaine dentaire ici qui s'appelle Nawad Arabé. C'est une dentiste qui est syndicaliste et tout. Elle a fabriqué les visières, elle a distribué des visières partout dans la région. Ils ont ramassé les masques et les trucs en carton pour les distribuer sur les différents cabinets. J'ai juste
suis sorti sur le net pour dire que d'abord, on ne sait pas. On est frileux parce qu'on n'a pas envie de donner un cadeau empoisonné à quelqu'un qui vient dans notre cabinet. Donc, on est resté un peu frileux au départ. Qu'effectivement, il faut répondre aux urgences de manière indiscutable parce que c'est une obligation de répondre aux urgences. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que notre métier a une spécificité. On est de très, très grands pollueurs à ce niveau-là. On est des très, très grands vecteurs de contamination. Et tant qu'on n'a pas quelque chose de clair, le mieux, c'est de s'abstenir. Vaut mieux qu'on vous dise, il faut maintenant, monsieur, prendre des antibiotiques et laisser les choses passer, ou bien patienter en prenant du Doliprane, le temps que je comprenne un peu comment je peux faire, plutôt que de te faire venir au cabinet et de virer quelque chose de pas très clair. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont demandé la fermeture des cabinets. C'est pour ça, entendu. bien sûr. Bien sûr. Mais après, c'est la réouverture qui va poser problème. Donc, je comprends tout à fait ton discours sur le traitement de l'air. Je crois que ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Le reste, peut-être qu'on espacera un peu la prise des patients, peut-être qu'on nous demandera de travailler sur 2 fauteuils plutôt qu'un. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Mais maintenant, si jamais on se projette dans 4-5 ans, est-ce que tu penses qu'il y aura un impact de cette crise-là sur notre façon de travailler? Alors, il y a des confrères qui disent il va falloir montrer aux patients qu'on fait tout pour eux. Donc, c'est vrai que le fait de montrer un cabinet qui a la dernière technologie et tous ceux qui ont investi sur le numérique vont montrer ça aux patients. Donc, quelque part, c'est du non-verbal. C'est-à-dire qu'ils expliquent, sans le marquer sur leur mur, qu'il faut tout ce qui est au pouvoir de la technologie pour assurer un maximum de sécurité aux patients. Donc, ça, c'est plutôt positif pour eux, même si l'investissement aujourd'hui, il est un peu lourd parce que il y a plus de rentrée d'argent et que derrière, il y a les remboursements sont encore là. En France, on a la chance de pouvoir les décaler un peu, donc ça va. Mais après, j'ai des confrères qui, dans les interviews, nous disent, tu vois, on va il y a certainement une exigence de qualité qui va nous être demandée de la part des patients et sur l'hygiène, mais tout le reste va suivre, quoi. Et donc, par exemple, on va peut-être travailler en réseau entre confrères en termes de compétences. Il y a des choses comme ça qui vont arriver, qui vont impacter, cette crise impactera la profession dans ce sens-là. Est-ce que toi, tu as une vision particulière de ça? En plus, tu vas devenir vraisemblablement l'un des présidents de la DDS, donc tu es certainement à même parmi les gens, à même de mieux en parler de ça. Écoute, qu'est-ce que je te dis, la relation et ou bien l'information du patient, elle nous a un peu dépassés parce qu'aujourd'hui, un patient, quand il vient au cabinet, il vient déjà totalement au courant de tout concernant l'asepsie et tout. Je veux dire, l'architecture des cabinets d'il y a 30 ou 40 ans était complètement différente de l'architecture d'aujourd'hui, où le local de stérilisation est central, il est vitré pour que les patients voient le sérieux Je suis d'accord avec toi. Un effort de communication gigantesque, oui. Je pense qu'on était déjà dedans. Ça va indiscutablement être exacerbé. Et moi, ce que je crains le plus, c'est que le fait que tout le monde a pu avoir une tribune pour sortir tout ce qui lui vient en tête, nos patients vont être complètement perdus. Parce que avec la quantité d'informations, la quantité de contre-vérités, les choses relatives rien qu'au masque. Quand on voit tout ce qui s'est dit sur les masques, où les gens confondent les masques de professionnels et les masques qui vont diminuer la diffusion de quelque chose. Est-ce qu'il faut inverser le masque ou le garder comme il est? Parce que si vous le mettez comme on vous demande de le mettre, c'est pour ne pas que vous contaminez quelqu'un, mais si vous l'inversez, les mailles sont différentes. C'est n'importe quoi. Mais on a entendu des trucs, mais juste irréels. Non, il faut inverser le masque. Comme ça ne rentre pas. Bon, je dis, mais ça sort ou ça ne sort pas? Oui, ça sort, mais ça ne rentre pas. Alors, donc, le contaminé peut contaminer, mais il ne peut pas prendre. C'est quoi ces délires? Mais tout ceci est parti de la bouche de soi-disant professionnels et experts. La télé, comme tout le temps, elle a fait beaucoup de mal à ce truc-là parce qu'il faut faire de l'audience, il faut amener du monde, il faut maintenir un temps d'audience parce que pendant
pendant 18 heures par jour, ils sont obligés de parler de Corona. Donc, il faut meubler, il faut amener des gens. Donc, on amène tous les copains qui connaissent un petit peu l'histoire pour parler avec eux. Et alors, la responsabilité de sortir quelque chose au grand public a toujours été, dans une démocratie, qu'elle soit constitutionnelle ou pas, elle est toujours passée par un parlement. On veut changer quelque chose dans la vie, on va la faire passer, c'est la première chambre, la deuxième chambre, le parlement. En fait, tout ça, c'est des filtres pour ne pas faire sortir au grand public une bêtise. On ne fait sortir une loi ou on change une loi que quand elle est étudiée par les maîtres qui connaissent très bien la situation. Aujourd'hui, une télé, un clavier d'ordinateur, Facebook, Instagram, Oui. mais ça te fait emmener une décision sur un problème de santé publique grave sur le terrain, dans les oreilles du grand public, sans filtre. C'est juste dramatique. Oui, non, mais c'est certain. Notre rôle, ça va être de rassurer les patients, ça c'est certain. Il va falloir mettre. Les patients, je pense qu'il faudrait qu'on utilise, d'abord qu'il faut leur montrer ce que je pense être la démarche la plus saine. Maintenant, celui qui ne veut pas comprendre, il ne comprendra pas. Je veux dire, on a tous eu dans nos cabinets des patients qui ne comprennent rien, qui comprennent rien, pas parce qu'ils sont limités, c'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est ça, ils ont pas envie. On va se baser sur le patient normal, avec une tête qui est relativement cortiquée, qui est raisonnable, qui n'est pas agressif et tout. On va lui montrer quels ont été les changements qu'on a fait au cabinet pour essayer d'être… Oui, je suis complètement d'accord. Et maintenant, toutes les précautions qu'on prend, et ces précautions, on ne les connaît même pas encore. Je veux dire, on va essayer de les ramasser pour pouvoir leur délivrer. Et une fois qu'on a expliqué aux patients, je veux dire, il faut que ce patient-là puisse croire dans ce qu'on lui raconte. Et c'est tout. On ne va pas se mettre en compétition avec un journaliste de BFM TV ou d'LCI. Je veux dire, il ne faut pas exagérer. On a une certaine relation avec nos patients qui est très certainement basée sur une confiance. Cette confiance, elle ne peut pas venir être contaminée par quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Donc, il faudrait qu'on essaye de travailler cet aspect-là, l'aspect information, l'aspect visuel, parce que certains patients sont un peu introvertis, ils ne vont pas vous poser la question, ils vont regarder, ils vont entrer dans une salle de soins, ils vont voir s'il y a un bureau, s'il y a des dossiers posés partout, des anciens dossiers pleins de poussière. Je veux dire, tout ceci, c'est des choses auxquelles nos confrères doivent réellement faire attention. Et pour qu'ils fassent attention à tout ça, il faut qu'une instance prenne en charge ça, qu'elle fasse des compilations de choses à faire pour rendre les cabinets aux normes. L'information du patient, tout ceci, il y a du travail. Il y a du travail pour les professionnels. Oui, non, mais on aura un besoin de normes, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Oui, je retiens ton idée de mettre en avant les changements que l'on va faire au sein du cabinet pour rassurer nos patients. Ça me paraît absolument essentiel. Et l'aspect visuel, plus que le discours, parce qu'on sait très bien qu'on communique plus par le non-verbal que le verbal. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et un besoin de normes, pas trop quand même, j'espère, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il faut les financer, ces normes. Et qu'il y a un certain nombre de confrères qui ont du mal. C'est-à-dire qu'on est indiscutablement, avec tout ce qui se dit maintenant dans la presse, on est indiscutablement le corps de métier qui va être le plus saccagé avec ces histoires-là. Parce que quand on va au restaurant, on a fermé les restaurants pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, mais personne ne vous crache dans votre assiette dans un restaurant. Ça n'existe pas. Donc, au moment où ça va reprendre, les gens vont reprendre avec, peut-être que dans un resto où il y a 20 tables, ils vont en mettre 15 pour essayer de sécuriser les gens. Ils vont faire le même travail que nous pour essayer d'expliquer aux gens qu'ils ont fait un effort. Ils vont séparer un peu plus les tables, éventer un peu la salle. Et ils vont peut-être mettre un traitement d'air ou mettre une aspiration, une climatisation aspiration avec un débit positif. Ils vont très certainement faire des choses. Mais ces gens-là ne seront jamais considérés comme un facteur à risque comme les dentistes. Donc, il faudrait que nos instances pointent du doigt ce problème-là pour que quand il y a
des quelconques subventions ou aides à des métiers qui vont recevoir des coûts, que le dentiste soit là où il est réellement, parce qu'on va indiscutablement manger du bitume, ça, je te le Mais dis. tu sais, dans une interview avec une consoeur suisse, elle me disait que depuis très peu en Suisse, il y avait une cotation pour certains actes qui nécessitent une hygiène supplémentaire. Il y avait une cotation qui était spécifique à la mise en place de cette hygiène, aux mesures d'hygiène. C'est-à-dire que le niveau d'hygiène des cabinets est quand même assez élevé. Les dentistes sont très sensibilisés à ça. On a une chaîne de stérilisation et il y a certains actes, alors la chirurgie évidemment, ce qui nous concerne nous, pour lesquels le niveau d'hygiène est encore augmenté. Et il y a une cotation spécifique, notamment en Suisse. Alors peut-être qu'on en viendra aussi comme ça dans nos pays. En tout cas, c'est vraisemblablement à souhaiter et ça ferait partie des normes parce que comme tu dis, si jamais on nous en demande un peu plus, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on nous aide aussi parce que tout ça, c'est un coût. Hein. Écoute, en règle générale, les gouvernements vont, je pense qu'ils ne vont pas sortir indemnes de cette histoire-là parce que ils ont tellement réduit les budgets de la santé Ouais. en étant tout simplement fatalistes. Je veux dire, si on a 150 000 morts par jour dans un pays, dans un continent, ben c'est normal, c'est statistique. Il faut juste les dépasser un peu. Mais on sait jamais. En fait, les réductions de budget se font sur base de statistiques qui maintiennent une certaine fatalité par rapport à certains domaines. Aujourd'hui, ce problème-là va très certainement pousser ces dirigeants, s'ils sont vraiment regardants sur les détails et sur le back-office de cette crise, ils vont peut-être réfléchir beaucoup. Si maintenant le dentiste va leur dire, je suis obligé de créer une structure dans mon cabinet ou une partie dans mon cabinet pour traiter les patients Covid positifs qui sont des porteurs sains, parce qu'on va les avoir. On va avoir des Covid positifs. Le gars, il vient chez vous, comme chez nous, les petites pastilles qu'on mettait dans les anciens quand on avait encore des dossiers papier. On avait la pastille rouge pour HIV, la pastille jaune pour l'hépatite. Et elle est mise à l'intérieur du dossier parce qu'il y a une notion de confidentialité du patient. Je dirais, il n'a pas un point rouge sur son truc, mais quand on ouvre le dossier et quand on voit que c'est un patient hépatite, eh ben, ce patient hépatite, il va être traité dans une salle. Après, cette salle, elle va être traitée différemment des autres salles, s'il y en a beaucoup. Et si c'est la seule, eh ben, on va donner le temps à cette salle d'être nettoyée convenablement parce que le patient qui a été soigné est hépatite positif. Je veux dire, tout ça, c'est les règles de base que tous les confrères dans le monde entier font. On va devoir les appliquer au Covid aussi parce qu'on va avoir des gens qui vont venir chez vous et dire « Oui, je suis Covid positif, asymptomatique ». Ah, Oui, tu as raison. D'ailleurs, il y a des normes qui s'édictent. Alors, il y a des normes internationales. Il y a la norme de la slow dentisterie de Miguel Stanley qui est assez intéressante. J'imagine que tu l'as reçue. écoute, Et moi, je pousserais beaucoup de confrères à s'intéresser à sa démarche, qui est des plus intéressantes, me semble-t-il, en tous les cas, dans ce sens-là. Hein. Et c'est une démarche qu'il avait commencée avant l'arrivée de la pandémie. Donc, ce n'est même pas quelque chose qu'il a mis en place par la pandémie. Hein. Je pense que je suis un des 10 premiers membres de Slow Dentistry. Et en tout cas, j'ai reçu la septième plaque de Slow Dentistry parce que en fait, on a toujours milité pour ça, pour donner du temps. Un soin qui est fait en 5 minutes ou en 10 minutes et puis les patients ils rentrent juste après et puis l'assistante, elle va passer un torchon rapidement, installer le deuxième patient, pas de stérilisation de rotatif, pas rien du tout. Tout ça, ça impacte la qualité du soin, parce que ça, c'est l'origine de slow dentistry, c'est pour que le soin soit fait convenablement. Et un soin fait convenablement par quelqu'un d'expérimenté, il prend 20 minutes ou 40 minutes ou 1 heure et demie. Il ne prend pas 5 minutes ou 10 minutes. Parce que s'il prend 5 minutes ou 10 minutes, c'est qu'il y a des choses qui sont jetées à la poubelle au milieu. Donc, maintenant que ce slow dentistry, effectivement, il y a une partie qui s'est rajoutée, c'est le traitement entre deux patients. On va prendre du temps pour faire le soin convenablement, mais on va aussi prendre le temps pour nettoyer la salle avant que le deuxième patient ne vienne. Et cette partie-là va devoir être détaillée comme il faut par les professionnels de l'asepsie et de l'ergonomie. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Jafar, je te remercie. On était parti pour 20 minutes. Bah, tu vois, ça fait 45 minutes. Ça prouve à quel point c'était passionnant, ce petit entretien. Ça m'a fait énormément plaisir de te revoir. Je crois qu'on se revoit cet automne. Alors, si jamais tout n'est pas décalé, on imagine que l'activité sera repris. On se revoit en Italie parce qu'on a un workshop tous les deux sur le numérique. Et ça me fera très, Absolument. très plaisir de te revoir physiquement à ce moment-là. Je te dis au revoir.